Bon, nous allons commencer. Alors d'abord, je vais vous donner quelques détails pratiques. C'est que vous pouvez poser des questions à tout moment à travers la touche questions-réponses qui se trouve en bas à droite de votre écran, mais les réponses aux questions ne seront apportées qu'à la fin de la conversation. Donc, il va y avoir un premier bloc de 45 minutes où je vais interroger Piotr Smolar sur son livre Mauvais Juif. Et c'est à la fin de cette conversation de 45 minutes que Dominique reprendra les différentes questions qui ont été faites. Et donc, vos questions, vous les posez à tout moment et une synthèse sera faite par Dominique dans 45 minutes. Alors, bienvenue à tout le monde et bienvenue en particulier à Piotr. On l'attendait avec vraiment de l'impatience il y a un an. Donc, on avait programmé cette conférence il y a un an. À cause du Covid, on a été obligé de l'annuler puisqu'elle était prévue dans les locaux de l'UPJB. Puis finalement, on a trouvé cette solution qui est de faire une visioconférence. Et le thème de la conférence, c'est le livre, j'espère qu'on le voit bien, que Piotr a publié, qui est intitulé Mauvais Juif. Ce livre est sorti donc à la fin de l'année 2019 aux éditions Équateur. Alors, c'est un livre qui se situe entre des interrogations intimes et la chronique de 3 générations par la ligne des hommes. C'est un livre qui pose avec beaucoup d'intelligence et aussi de sensibilité la question de la transmission et aussi la question des identités. Et derrière les immenses différences qu'il y a d'une génération à l'autre, on acquiert assez vite la conviction qu'il y a entre les 3 personnages une similitude. Alors une similitude moins dans ce qui est affirmé que dans ce qui est recherché. Donc dans une quête exigeante par rapport au monde tel qu'il est. Et il y a aussi une passion commune pour l'écriture, d'une génération à l'autre, avec chaque fois un passage de langue. Le grand-père en yiddish, le père en polonais et Piotr en français. Alors, pendant le premier quart de siècle de votre vie, Piotr, pour vous, votre grand-père Ernst Mollar, c'était un vieil homme infirme. Et puis, à l'âge de 25 ans, vous découvrez que c'est aussi un héros. Il était révolutionnaire professionnel pour l'internationale communiste à Vilnius. Sur les 14 ans, il a passé 6 ans en prison. Et surtout, c'était l'organisateur, un des organisateurs de la résistance dans le ghetto de Minsk, moins connu que la résistance du ghetto de Varsovie, mais avec un résultat extraordinaire. C'est une des opérations de sauvetage des Juifs à l'Est qui a donné le plus de résultats, puisque environ 10 000 Juifs ont pu quitter le ghetto et rejoindre les forêts de Biélorussie où étaient actifs les partisans. Et donc, ma question, elle est double. C'est d'une part, qui est votre grand-père avec toutes les déchirures que l'on peut deviner dans sa trajectoire, mais aussi qu'est-ce qui fait que vous l'avez rencontré, en tout cas, vous avez rencontré le personnage historique seulement à l'âge de 25 ans. Merci beaucoup. D'abord, prenons les choses dans l'ordre. D'abord, merci pour cette invitation et cette possibilité d'échange qui me fait vraiment un bien fou, alors même que je suis cloîtré chez moi comme nous tous et que j'aurais adoré venir vous voir, j'aurais adoré vous rencontrer, échanger, qu'on puisse échanger autrement que par un écran interposé. Mais ça me fait un bien fou parce que ça me rappelle aussi, ça me rappelle ce livre qui, d'une certaine façon, me paraît déjà loin et à distance. Ça peut vous paraître paradoxal parce que c'est un récit, effectivement, comme vous l'avez dit, extrêmement intime et familial. Et en même temps, j'ai le sentiment, d'une certaine façon, d'avoir été contraint de tourner cette page-là, cette page intime, de façon très vite, mais comme nous tous, à cause de l'épidémie et à cause de tout ce que ça a précipité dans nos vies comme restrictions, comme nouvelles contraintes. Donc, merci pour ce bol d'air. Et merci à tous ceux qui sont en ligne et qui nous écoutent. Ça me fait aussi du bien de pouvoir reparler en quelque sorte de cette vie d'avant. Et quand je dis vie d'avant, c'est vie d'il y a un peu plus d'1 an, quand ce livre est sorti. Et aussi vie d'avant, c'est-à-dire effectivement la vie sur 3 générations de 3 hommes, mon grand-père, mon père et moi. Alors, puisque vous m'interrogez sur mon grand-père, c'est vrai que vous me demandez qui était-il. Mais
quand sait-on vraiment qui est un homme, même un homme qui vous est proche, même un homme de votre famille? D'autant plus que mon grand-père est décédé à un âge où j'étais encore jeune, on va dire très jeune adolescent ou préadolescent, et où je n'avais pas eu la présence d'esprit ou l'appétit pour lui poser des questions sur sa propre trajectoire. Parce que vous savez comme c'est quand on est dans nos pays occidentaux plutôt confortables, où on n'est pas, comment dire, où la mort ne rôde pas, ou en tout cas à basse intensité, où on est dans le train-train quotidien et on est jeune, on ne pense pas forcément à interroger ses racines. Et, et donc, pour moi, mon grand-père, c'était un visiteur. C'était quelqu'un qui passait de temps en temps, qui venait, il vivait en Israël. Il est venu à plusieurs reprises dans mon enfance, nous rendre visite à mes parents et à moi. C'était quelqu'un qui, pour moi, a toujours été vieux, a toujours été âgé, a toujours été un peu physiquement diminué, qui marchait avec une canne. Et je n'avais absolument aucune idée de ce qu'avait été son parcours, la richesse, la complexité, les contradictions de cette vie qui est faite d'engagement, de fidélité, aussi de certaines formes de lâcheté, de refus de reconnaître ce qu'était la réalité communiste. Et donc, je n'ai découvert que de façon posthume, après sa mort, tout cet aspect, tout ce parcours assez extraordinaire. Et je l'ai découvert comment? Parce que j'ai emménagé en Russie en 1997, à l'origine pour faire ma coopération, comme on l'appelait à l'époque. Au lieu de faire le service militaire, j'étais parti au nom de l'État français, mais pour mon école de journalisme, pour travailler à Moscou. Et j'avais emmené avec moi le livre de mon grand-père, écrit en anglais, enfin traduit en anglais plus exactement, lui il avait écrit en yiddish, qui portait sur le ghetto de Minsk. Et c'est alors que j'ai lu ce livre et j'ai été littéralement foudroyé sur place. J'avais donc, j'avais 24 ans. J'ai découvert d'abord un livre extrêmement bien écrit, à l'os, sans adjectif, sans fioriture, sans langage verbeux. Un livre sujet, verbe, complément, très factuel, et vraiment avec un langage qui décrivait un homme en action, et pas un homme plongé dans des affres psychologiques insensées et passant la moitié de sa vie sur le canapé d'un psy. C'était le récit d'un homme d'action, et un homme d'action qui racontait effectivement l'expérience qu'a été le ghetto de Minsk à partir de l'été 41, quand mon grand-père avait fui la Pologne, l'est de la Pologne, la ville de Białystok, où il vivait, et il avait marché pendant 400 km jusqu'à Minsk, qui est aujourd'hui la capitale de la Biélorussie, et il s'était retrouvé pris au piège lorsque les Allemands avaient créé le ghetto de Minsk, qui, comme vous l'avez très justement souligné, est un ghetto dont on connaît peu l'histoire, mais pour d'excellentes raisons. C'est parce que les autorités soviétiques, après la guerre, ont de façon systématique cherché à effacer ces traces-là. Il y a eu, comment dire, même s'ils ne sont pas de même niveau, il y a eu des crimes successifs commis contre les Juifs de Minsk. Il y a eu d'abord leur extermination, en grande partie, puisque, vous le disiez, il y en a 10 000 qui ont été sauvés, mais plusieurs dizaines de milliers ont été liquidés sur place, fusillés, exécutés. Et puis après, il y a eu le crime des autorités soviétiques qui ont piétiné leur mémoire et qui ont piétiné aussi la participation d'une partie de ces Juifs au mouvement de résistance contre les nazis, ce qu'on a appelé les partisans dans les forêts de Biélorussie. Parce qu'il y a bien sûr l'image, et à juste titre, l'image des Juifs victimes par millions pendant la Shoah, mais il y a eu aussi des Juifs qui se sont battus les armes à la main, qui ont été des héros de la résistance, et les autorités soviétiques, de façon assez catastrophique, ont voulu effacer ces traces-là pour glorifier l'homme rouge, l'homme communiste, et seulement lui, et pas un groupe ethnico-religieux. Donc voilà, donc j'ai découvert cette histoire-là et elle m'a absolument bouleversé, et ça a enclenché à ce moment-là, à l'époque, une espèce de petit mécanisme intime dans ma tête. Je me disais, mais comment rendre justice? Je ne sais pas si l'expression rendre justice est la bonne d'ailleurs pour quelqu'un qui était déjà mort. Peut-on vraiment, dans ces cas-là, rendre justice, mais au moins rendre cher à ce grand-père, rendre cher à son parcours, rendre cher à son courage et à ses contradictions. Parce que
parce que ce n'est pas le livre que j'ai écrit n'est pas le livre d'un fan. C'est pas un livre d'apologie familiale. En tant qu'être humain et en tant que journaliste, les contradictions humaines me passionnent. Je pense que c'est un moteur absolument essentiel pour comprendre aussi bien les responsables politiques que des gens dans leur vie quotidienne confrontés à des choix dramatiques. Et donc, pour comprendre aussi les contradictions de mon grand-père, il fallait accomplir un certain travail. Et c'est ce que j'ai fait, mais des années après. Parce que je me suis retrouvé en Israël à partir du 1er septembre 2014, cette fois-ci comme correspondant pour le journal Le Monde, où je travaille déjà depuis fort longtemps, depuis 18 ans. Et je me suis retrouvé par ce concours de circonstances, que évidemment j'avais choisi aussi, puisqu'on ne m'a pas forcé à devenir correspondant en Israël, mais par ce concours de circonstances, et c'est arrivé en Israël, où mon grand-père est enterré, près de Tel Aviv, dans un kibbutz qui s'appelle Shefaïm. Je me suis dit, il faut affronter ce passé-là, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Et je n'ai pas voulu faire un livre purement d'histoire ou un portrait de mon grand-père. J'ai voulu confronter ces parcours-là d'une complexité extraordinaire, aussi à ce qu'est Israël aujourd'hui, aux promesses d'Israël après la Seconde Guerre mondiale et au moment de l'indépendance. Et confronté à une question qui est une question universelle qui se pose depuis des milliers d'années, c'est au fond, qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce qu'un juif? Qu'est-ce que le judaïsme? Je me prétends absolument pas, je ne suis ni rabbin ni philosophe, je ne suis qu'un journaliste qui partage aussi son expérience, son vécu, mais évidemment que ces questions-là, elles sont en filigrane du livre. Alors, justement, comme vous l'avez dit, vous êtes grand reporter au Monde, vous avez couvert d'abord l'Ukraine pendant une période, vous avez ensuite couvert de 2014 à 2019 Israël. Donc, j'avais lu et apprécié plusieurs de vos articles bien avant de lire le livre, et évidemment en ignorant tout de vous, parce que j'ai été frappé. Vous parlez du pseudonyme de votre grand-père à Minsk, Skromny. Hein, le discret, la personne modeste. Et comme journaliste, vous êtes ce discret, c'est-à-dire que vous n'êtes pas de ces journalistes qui se mettent tout le temps en scène. Ce n'est pas moi, Piotr Smolmar, qui est à Gaza, ou moi, Piotr Smolar, qui est en Ukraine. Vous vous effacez. Hein, vous laissez parler les autres, vous décrivez ce que vous voyez. Vous êtes un peu, de ce point de vue-là, l'opposé de Claude Lanzmann dont vous retracez. Ne nous mettez pas au même niveau parce que lui, c'est une légende. Moi, je ne suis qu'un écrivaillon. Donc, et donc, en écrivant le livre, il y a une rupture en quelque sorte. C'est-à-dire que vous qui êtes si scrum, si discret, si effacé en tant que journaliste, et donc vous expliquez dans le livre pourquoi en Israël vous ne déclariez pas que vous étiez juif, sauf une fois, et vous en êtes mordu les doigts parce que ça vous est retombé dessus. À un certain moment, donc, en tout cas le livre est sorti en 2019, donc à un certain moment vous prenez la décision d'écrire ce livre. Alors, justement, ce qui m'intéresse, c'est finalement qu'est-ce qui vous a poussé à rompre avec cette discrétion qui était la vôtre et de sortir ce livre qui, par rapport à toute votre production en tant que journaliste, est en quelque sorte inattendu. Vous avez tout à fait raison. Je le dis sans coquetterie, c'est quelque chose que j'explique toujours, que j'ai expliqué à plusieurs reprises au moment de la sortie du livre, lors de rencontres justement avec des lecteurs, avec des gens venant à ma rencontre. Je le dis sans coquetterie, c'est une forme de violence que je me suis imposée, de violence littéraire. Parce qu'effectivement, je suis, du point de vue journalistique, un ringard, c'est-à-dire que je crois qu'on n'est pas là pour raconter ses états d'âme et raconter sa vie, mais pour raconter d'autres vies que la nôtre. Alors, ça ne signifie pas qu'on doit écrire de façon éthérée, de façon chiante, de façon délavée. Au contraire, je pense que les journalistes doivent affirmer un point de vue extrêmement fort. Un point de vue sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils entendent, mais ce point de vue doit s'accompagner d'une vraie honnêteté par rapport aux faits et par rapport à la recherche du contradictoire, c'est-à-dire aussi écouter d'autres opinions que la nôtre. Et donc voilà, j'avais, c'est vrai, et j'ai toujours profondément en moi cette vision
entre guillemets, ringard du journalisme, traditionnel, pour ne pas employer un mot péjoratif. Et pourtant, j'ai fait ce livre qui est une exposition, un dévoilement unique, et que je ne referai plus jamais. C'est un dévoilement unique parce que, d'abord, j'emploie le pronom personnel « je », parce que je parle de ma famille, parce que je parle de mes origines, et parce que j'ai bien conscience, en écrivant ce livre, de franchir un pont qui est en sens unique. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurais dit ça, il y avait aussi, que j'aurais expliqué, par exemple, que j'ai des origines juives, ce que personne au journal ne le savait. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'affichais spécialement, que je revendiquais comme un étendard, pas du tout. Parce que pour moi, c'est constitutif d'une facette de mon identité et pas de mon identité unique. Et j'avais parfaitement conscience qu'en dévoilant ça, il y avait il y avait un risque que la façon dont mon travail était perçu et dont moi j'étais perçu pourrait s'en trouver altérée. C'est-à-dire qu'on analyserait systématiquement ce que j'écris à l'aune de ce que j'avais expliqué sur mes origines. Or, moi, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un journaliste juif, je suis un journaliste. Je ne suis pas un journaliste communautaire, je travaille pour le journal Le Monde. Ça ne veut pas dire que mon identité n'importe pas. Nous sommes tous la somme de nos origines, de nos expériences, de nos traumatismes, de nos joies, de nos rencontres. Mais je ne voulais pas être uniquement réduit à ça. Et pourtant, j'ai décidé de faire ce livre parce que j'avais... je ne vais pas broder sur un sentiment d'urgence, parce qu'il n'y avait pas réellement d'urgence. Mais j'avais une envie, encore une fois, de rendre cher par rapport à mon grand-père. J'avais aussi une envie de raconter Israël. Parce que quand on écrit au fil des jours, au fil des semaines, comme correspondant sur un pays aussi complexe qu'Israël, il y a certaines choses qui passent entre nos mailles, qu'on n'a pas l'occasion de raconter, certaines choses de basse intensité, qui sont plus difficiles à révéler. Et puis aussi, il y avait aussi des expériences personnelles que j'ai vécues comme journaliste en Israël ou dans les territoires palestiniens, et tout simplement que je n'avais pas eu la place de raconter dans les articles, parce que les articles, encore une fois, racontent d'autres vies que la nôtre. Et donc voilà, donc le livre a aussi servi à ça. Et je l'ai écrit dans l'intimité de mon bureau qui était une pièce dans notre maison familiale à Jérusalem. Et vous savez, c'est un espèce de long parcours, c'est-à-dire que jusqu'à la première version du livre, je l'avais fait lire à personne, juste à mon épouse, et puis ensuite à mes parents. Mais en dehors de ça, personne ne l'avait lu, donc il y avait une forme de très grande solitude, presque maniacale là-dedans, dans cette œuvre. Et j'ai été assez bouleversé au moment de la publication du livre par les retours que j'ai eus. Parce que pendant 5 ans, comme correspondant du Monde à Jérusalem, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais je me suis pris plein la gueule. C'est-à-dire qu'il y a eu comme je le raconte dans le livre, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas du tout représentatifs c'est pas, voilà, c'est une espèce d'écosystème à part et assez toxique. Mais voilà, il y avait des réactions extrêmement épidermiques à ce que j'écrivais et des procès d'intention qui m'étaient intentés, qui étaient complètement stupides et injustes, mais dont je ne me défendais pas par choix. On reviendra peut-être là-dessus plus tard. Mais j'ai été bouleversé par les réactions à la sortie du livre parce que énormément de gens, et notamment des juifs libéraux français, sont venus à ma rencontre en me remerciant. Et alors, en me remerciant de quoi? C'est ça, je vois qu'il y a quelqu'un qui envoie un message sur le fait que la caméra est mal positionnée. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, ça va bien. Oui. Ok. Et donc, ça m'est arrivé à plusieurs reprises lors de rencontres publiques avec des lecteurs, où donc des gens me remerciaient. Alors, me remercier de quoi? En fait, je crois que le titre du livre, Mauvais Juif, un peu provocateur, mais a sonné de façon très intime et très juste auprès de beaucoup de juifs libéraux européens qui se retrouvent complètement pris en étau entre, d'une part, la montée extrêmement forte en Europe de l'antisémitisme, de la xénophobie, de formes à la fois de formes extrêmement anciennes et presque médiévales d'antisémitisme, et aussi de formes nouvelles,
couplé avec, par exemple, l'islam radical, parfois. Et donc, ces juifs libéraux se retrouvent pris en étau entre ce sentiment-là et, d'autre part, une espèce de devoir impératif de loyauté vis-à-vis d'Israël, et disons-le, avec la droite israélienne qui est au pouvoir depuis extrêmement longtemps. En gros, cette droite israélienne-là dit aux juifs de la diaspora, nous sommes dans une maison commune, il y a une sorte d'obligation de loyauté, ne nous critiquez pas puisqu'on est de la même maison, sinon vous êtes des mauvais juifs, puisque Israël, c'est la maison mère. Et moi, cette exigence-là, ce procès-là fait aux juifs de la diaspora m'a toujours exaspéré, et je remarque une très grande divergence entre les débats aux États-Unis, chez les juifs libéraux, qui sont extrêmement ardents, où Israël est devenu un sujet de contentieux, parce que beaucoup de juifs libéraux américains ne se reconnaissent pas dans l'orientation prise par la droite israélienne, et la situation en Europe, où ces débats sont quand même beaucoup plus feutrés. Voilà, je suis désolé, je raisonne par esprit d'escalier et je me suis éloigné de votre question initiale. Il faut m'interrompre de temps en temps parce que sinon on en a pour la nuit. Hein. Alors, maintenant, donc, il y a vous, il y a votre grand-père, et entre les deux, forcément, il y a votre père. Et là, j'ai trouvé que dans le texte, ce qui apparaît d'abord, c'est une très grande cohérence. Hein, il se définit avant tout comme polonais, toute sa vie, c'est sa lutte passionnée pour la démocratie. Et en même temps, dans les plis du texte, j'ai trouvé que c'était le personnage qui laissait le plus d'énigmes par rapport, plus en tout cas que son père et plus que son fils. Et donc là, voilà, comment est-ce que vous pourriez le situer aujourd'hui? Parce que, bon, vous racontez, dans les grands traits en tout cas, son histoire. Il est né au tout début de la guerre, donc il n'a pu véritablement rencontrer son père que 5 ans plus tard. Lui, il a été sauvé grâce au fait qu'avec sa mère, il a pu être évacué à l'intérieur de l'Union soviétique, donc de l'autre côté de la ligne du front, et donc, comme vous le dites, il se retrouve à Varsovie, et certainement pas dans les meilleures conditions, puisque d'abord, il est dans un orphelinat juif, parce que, bon, Varsovie est détruite, et le militantisme, je suppose, occupe tout le temps de ses parents, donc il est éloigné pendant un premier temps de ses parents. Il a été il a participé à l'opposition démocratique dès la fin des années 50. Et donc, toute sa vie, toute sa passion, c'est la Pologne. Aujourd'hui, ben, on a la Pologne qu'on a, hein, avec le PIS, qui présente à la fois des similitudes et finalement beaucoup même d'affinités déclarées avec Israël de Netanyahou. Et comment est-ce qu'il se retrouve finalement dans tout cela? J'ai trouvé que c'était des trois générations, celui qui finalement restait le plus énigmatique à la fin du livre. Mais pourquoi le trouvez-vous énigmatique? En quoi consiste l'énigme pour vous? Alors, ce sont des points peut-être qui apparaîtront de détail, mais à un moment donné, vous parlez du 50e anniversaire de la révolte étudiante de mars 1968. Vous dites, voilà, il n'a pas voulu participer aux commémorations. Donc, je veux dire, c'est clair, toute sa vie a été cette lutte. Cette lutte a abouti à quelque chose, même si ce à quoi ça aboutit, ce n'est certainement pas ce qu'il aurait voulu. Hein, et donc voilà, c'est un peu l'interrogation que je me posais. On sent bien que dans les conversations qu'il a avec vous, à un certain moment, il vous reproche en quelque sorte de ne pas avoir fait l'enquête plus tôt, de ne pas avoir cherché plus tôt quelles étaient l'histoire et l'expérience des générations passées. Et donc voilà, c'est la question que je me posais finalement, comment lui aujourd'hui vit ça et aussi comment il a reçu votre livre. Alors, je ne veux pas du tout me défausser devant cette question, mais comment il vit ça, il faudrait lui demander. La prochaine fois, on organisera une conférence avec lui. Mais blague à part, mes parents parce que je mettrais vraiment mon père et ma mère de ce point de vue-là au même niveau, mes parents m'ont donné en héritage deux choses absolument exceptionnelles. C'est d'abord l'amour. J'ai été élevé dans des conditions que je souhaite à tout enfant. Et la deuxième chose, c'est un sens éthique extrêmement fort. C'est-à-dire que mes parents ne sont pas des personnes religieuses, ne sont pas des personnes dogmatiques. C'est absolument l'inverse de personnes dogmatiques. Là, je parle d'un point de vue politique. Mais ce sont des personnes auprès desquelles
donc j'ai hérité, j'espère, je pense, une sorte de boussole assez fiable sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas, et où se situe le mal. Et je pense que mon père, de ce point de vue-là, a toujours été d'un grand courage, d'un grand engagement. Sa passion, comme vous l'avez dit, c'est la Pologne. Il a payé un prix très élevé pour cette passion, puisque il est difficile pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu d'imaginer le poids de l'exil, le sacrifice que cela représente. Et le sacrifice que cela représente ne s'arrête pas avec le moment où vous revenez dans votre pays. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. C'est-à-dire que l'exil, surtout sur un temps long, laisse sur vous une empreinte, des stigmates, qui d'une certaine façon ne s'estompent jamais. Et pour mon père, puisque vous parliez de ces célébrations de 50e anniversaire de mars 68, il faut rappeler que mars 68, ça a été un mouvement étudiant considérable, réprimé très, très durement en Pologne, avec beaucoup d'arrestations. Mon père s'est retrouvé en prison pendant 1 an. Ensuite, à sa sortie, en gros, son horizon professionnel était complètement bouché, et donc il a été la mort dans l'âme, il a dû choisir la voie de l'exil. Il était parti à ce moment-là et il a représenté en France notamment le mouvement d'opposition anticommuniste. Mais même une fois que après la table ronde et la transition démocratique pacifique en 1989 en Pologne, même après son retour en Pologne, mon père a toujours été en quelque sorte un pied dedans, un pied dehors. Je dis pas ça seulement physiquement, mais aussi intellectuellement, psychiquement. C'est-à-dire qu'il passait 1 semaine sur 2 entre la Pologne et entre la Pologne et la France. Et quand il était en Pologne, il était considéré comme une espèce de référence intellectuelle, comme quelqu'un qu'on écoutait beaucoup. Il a été conseiller du Premier ministre au tout début des années 90, quand le Premier ministre en Pologne s'appelait Tadeusz Mazowiecki, le premier ministre du camp démocratique. Mais ensuite, il a toujours été considéré comme une figure intellectuelle. Voilà. Mais en même temps, ses amis les plus proches, ses amis de 30 ans, parfois lui faisaient de façon extrêmement cruelle, en quelque sorte, le procès d'avoir un regard trop froid, trop extérieur sur les choses, sur l'évolution de la Pologne, parce qu'il avait choisi la voie de l'exil. Voilà. Alors, quand vous me demandez comment il a reçu le livre, je pense que pour lui, c'était quelque chose d'abord d'assez surprenant, le fait que je m'empare de ces trois vies, que je les mette en commun, le fait que j'interroge ce passé, alors que c'est vrai, je ne l'avais pas fait auparavant. Et en même temps, pour lui, je pense que c'est quelque chose d'important que sa propre trajectoire soit fixée, puisqu'il n'a pas écrit, lui, d'autobiographie ou de texte récapitulant son propre parcours. Et je pense que ce livre aussi lui donne chair, lui donne consistance et lui rend justice pour tout son engagement. Alors, on a parlé donc de 3 générations et j'ai été très touché par un 4e personnage qui n'apparaît alors que de façon tout à fait, je dirais, enfin, pratiquement, qui peut passer inaperçu, page 106, dans une parenthèse, c'est votre fils. Hein, et à un moment donné, l'image de votre fils, qui a 1 an et demi, se superpose à l'image d'une gamine qui erre dans les rues de Gaza avec les immeubles qui ont été éventrés par des obus israéliens. Alors, la question que je me posais, c'est est-ce que la naissance de votre fils a quelque chose à voir avec la naissance de votre livre? Évidemment, oui. Le livre lui est dédié. Mais bien sûr, je pense que, pardon, je vais devenir très, très trivial et je vais vous dire des choses que nos auditeurs et les personnes qui nous regardent savent par cœur, mais la notion de transmission, c'est peut-être la notion la plus importante de l'identité juive, cette idée de transmission. C'est la transmission des récits, c'est la transmission de la mémoire des morts qui nous honore et qui nous oblige, c'est la transmission des valeurs, qu'elles soient religieuses ou tout simplement éthiques. Quand je vous parlais de cette boussole qui, j'espère, m'anime et que j'ai reçue en héritage de mes parents. Et que, évidemment, pour moi, l'idée que ce livre, cet objet existe et qu'il ne soit pas périssable, comme les articles,
mais qu'il soit là, qu'il reste tel quel, et qu'un jour, mon fils soit en âge de pouvoir le lire et de comprendre tout ça, que pour moi, c'est quelque chose d'absolument bouleversant et d'essentiel. Évidemment que ça a été une grande partie de la motivation. Et c'est un merveilleux cadeau que vous lui faites pour les années qui viennent. Alors, dans votre livre, il y a aussi une angoisse profonde qui n'est propre ni à Israël, ni à la Pologne, ni à la France. C'est ce que vous appelez les assignations identitaires. Et donc là, c'est évidemment quelque chose que nous pouvons tous observer, je dirais, où que nous soyons. Hein, cette pression que l'on sent pour que nous adoptions une identité monolithique, une allégeance par rapport à un groupe. Et donc, le titre mauvais juif est déjà évidemment une réponse, ou en tout cas un élément de réponse important, parce que mauvais juif, finalement, c'est deux choses. C'est d'une part l'accusation qui était très souvent lancée contre les juifs de ne pas être loyaux par rapport au pays où ils vivaient, que ce soit en France, en Pologne ou ailleurs. Hein. Toute la campagne antisémite de Gomulka, c'était sur ce thème-là, et vous le rappelez. Mais c'est aussi, comme vous l'aviez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, c'est l'accusation qui est faite aux Juifs qui s'expriment de façon critique par rapport à l'État d'Israël, de ne pas respecter les règles de la tribu, de s'éloigner de ce qui devrait être leur conduite. Et du coup, c'est un peu, enfin, on utilise parfois le terme mauvais hein, en peinture pour dire quand une couleur contient des impuretés, hein, un mauvais bleu, un mauvais rouge, un mauvais. Bon, et donc un mauvais juif, c'est un juif qui n'est pas monolithique, c'est un juif qui ne répond pas à une seule couleur. Et finalement, la question, c'est voilà, est-ce que mauvais juif, ce n'est pas simplement une des modalités possibles, pas la seule évidemment, d'être un juif tout court, de se poser des questions, de voir le monde à la manière de Spinoza. Mais bien sûr, la réponse est dans votre question. Et d'ailleurs, c'était très amusant de voir, ça m'est arrivé à quelques reprises au moment de la présentation du livre dans différents lieux en France à l'automne 2019. Il m'arrivait très souvent qu'au terme de la conférence, qu'au moment de la signature des livres, qu'il y ait des personnes qui viennent me voir, et particulièrement des femmes, curieusement, et qui me disent, sur le ton un peu de la confidence, comme ça, presque en murmurant, moi aussi, je suis une mauvaise juive, mais avec une espèce de satisfaction, vous voyez, comme s'il y avait une forme de reconnaissance. Et c'était extrêmement touchant, mais bien sûr, c'est ce mot de pureté qui me glace le sang, tout de suite et qui est absolument à l'opposé de ce en quoi je crois. Ce mot pureté et comment dire, qui est l'inverse qui empêche de reconnaître l'altérité, qui empêche d'écouter l'autre, qui fait refuser la contradiction aussi, qui fait refuser l'écoute, l'expérience d'autres vies justement que la nôtre. C'est absolument catastrophique. Et j'ai ressenti ça beaucoup, notamment en faisant des reportages du côté palestinien et en particulier à Gaza. C'est-à-dire que pendant ces 5 ans de correspondance en Israël, l'expérience humaine la plus déchirante, ça a été sans aucun doute le fait de se rendre dans la bande de Gaza. Et en particulier au cours de la dernière année, avec ce qu'on a appelé la marche du retour, vous savez, ces grands rassemblements le long de la frontière avec Israël, qui ont été réprimés dans le sang, où plusieurs centaines de Palestiniens avaient été tués par les snipers de l'armée israélienne. C'était extrêmement dur, extrêmement éprouvant, bien sûr, d'assister à ces scènes-là du côté gazaoui. Mais ce qui était au moins aussi dur, c'était ensuite de revenir en Israël, de retraverser la frontière, de prendre sa petite voiture qui m'attendait au parking, au point de passage d'Erez, en 1h40 d'être de retour dans ma maison au sud de Jérusalem, et ensuite de me sentir comme derrière une vitre en parlant avec des Israéliens, avec des amis israéliens, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre, comme s'ils refusaient de comprendre, comme si pour eux, le sort des Palestiniens se retrouvait complètement dans un autre espace-temps et ne les concernait pas d'une certaine façon. Voilà, je vous parle de ça à cause de cette notion d'altérité à laquelle je suis attaché, et je pense que ça soit par peur ou au contraire par domination, il ne faut jamais se couper de l'autre.
faut toujours essayer de le comprendre, même si on le redoute, même si on a de bonnes raisons parfois de le redouter, ou même si on le méprise. C'est extrêmement important. Alors, j'ai été aussi énormément touché par le chapitre final, donc à Shephaïm, dans le kibbutz, où votre grand-père est en quelque sorte enterré illégalement. Alors, c'est une exagération de dire ça, mais enfin, il n'y avait pas de droit parce qu'il n'était pas membre du kibbutz et il a pu obtenir, enfin, ou plutôt, ses amis ont pu obtenir qu'il soit enterré là. Et on sent évidemment que votre grand-père, qui bon, était un homme qui parlait yiddish, en Israël était aussi en exil. En fait, c'était pas, il y avait beaucoup il ne s'y retrouvait pas entièrement, certainement. Et j'ai trouvé très beau cette évocation de la tombe, où vous dites, mais la tombe, on a écrit une inscription en hébreu, et je cite maintenant ce que vous écrivez, vous dites, il y a dans cette assimilation mortuaire absolue, sans compromis, quelque chose de violent, d'incompréhensible, comme si on niait tes origines, ton parcours, ta pluralité. Tu n'es pas d'ici, mais d'où sommes-nous vraiment? Et je trouve que cette partie finale est en fait extraordinairement ouverte à la vie. Donc c'est un cimetière. Le cimetière, normalement, c'est aussi la mort, bien entendu, mais dans la manière de décrire le cimetière et de réfléchir à ça, et notamment d'observer les pierres, hein, et ces pierres qui vous posent la question, à quoi devons-nous rester fidèles? Ce cimetière s'ouvre à la vie. Donc j'ai trouvé que c'était finalement, alors que votre livre, à certains moments, est triste, hein, avec ce que vous constatez sur la violence des assignations identitaires, il reste quand même ouvert à un très grand espoir. Alors, ça me contrarie un peu que vous disiez que le livre est par moments triste, parce que je préfère le mot mélancolique, si ça ne vous dérange pas. Non, non. Je pense que c'est un livre qui est traversé de mélancolie. Je pense que c'est un sentiment c'est un sentiment riche. C'est un sentiment complexe. C'est un sentiment souvent noble, et c'est un sentiment fécond. Alors que la tristesse est quelque chose un peu plus accablant, qui nous rend plus voûtés. Et la mélancolie, elle existe dans ce livre-là, mais il y a aussi beaucoup de joie, il y a aussi beaucoup de vigueur, il y a aussi de la colère, et il y a aussi des personnages que j'admire beaucoup, parce que je tenais aussi à les raconter, qui sont des Israéliens pour lesquels j'ai une grande admiration, une grande estime, et dont je dresse le portrait aussi dans ce livre, parce qu'au fil de nos échanges, au fil de nos discussions, ils m'ont aussi nourri dans mon propre parcours et dans mon cheminement vers ce livre. Voilà. Donc, ce livre, c'est un sorte de petit hôtel intime que je dresse pour mes morts, pour nos morts, et c'est aussi une ode à la vie. Et c'est aussi une reconnaissance de la formidable vitalité de certains Israéliens en qui je me reconnais et qui ont eux aussi une boussole éthique extrêmement forte. Et une dernière question, alors, c'est les femmes. Donc, vous avez décrit 3 générations d'hommes, hein, c'est comme dans la Genèse, hein. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, et on apprend, mais dans la Genèse, c'est vrai qu'elle n'occupe pas une place si importante que ça. Il y a aussi Sarah, il y a aussi Rachel, il y a aussi Rebecca, Léa, sans l'oublier. Donc, bon, les femmes apparaissent à certains moments dans le livre, hein, elles sont loin d'être complètement effacées, mais enfin, c'est clair, ce n'est pas l'axe du récit. Est-ce qu'un jour, vous auriez envie aussi d'explorer ce côté-là, où vous dites, voilà, je me suis livré une fois, je n'ai pas envie de me livrer plus que cela. Bon. Alors, la façon dont vous avez formulé votre question me permet d'y échapper, et ça, c'est très gentil de votre part, parce que c'est évidemment une question ultra sensible, y compris dans ma propre famille. C'est-à-dire que il y a dans ma vie 2 femmes qui occupent qui sont absolument pour moi, qui m'aident à respirer et à vivre, et qui sont absolument fondamentales. Il y en a même 3, mais c'est ma mère, évidemment, et c'est mon épouse. Et qu'il y a une forme de profonde injustice
et c'est une injustice littéraire que j'assume. Et il y a une forme de profonde injustice dans la façon dont je les ai reléguées dans ce récit, dont elles n'apparaissent pas au rang qu'elles occupent dans la vie. Mais un récit, une narration comme ça, ce n'est pas une distribution de postes honorifiques. Ce n'est pas l'attribution comment dire, de titres de reconnaissance. Il fallait trouver une forme de cohérence dans le récit. Et c'est vrai que cette forme de descendance d'homme à homme, de grand-père, père, fils, permettait de donner une cohérence à un récit qui est composé de façon pas tout à fait évidente, parce qu'on parle de plusieurs pays, on parle de plusieurs époques, et on parle de réalités politiques, culturelles, religieuses extrêmement différentes. Vous voyez, quand je décris, je sais pas, je consacre des pages au Haredi en Israël aujourd'hui. Avant, je fais une longue séquence sur l'histoire du ghetto de Minsk. Sont vraiment voilà, c'est pas le même. Il y a un fil magique, j'espère, un fil invisible qui relie tous ces événements et qui donne la cohérence à l'ensemble. Mais il ne s'agissait pas de m'épancher sur l'ensemble de ma famille. Donc il y a une injustice, et vous avez raison de la souligner, et qui ne correspond en plus absolument pas à mon caractère et qui ne reflète pas du tout l'amour que je porte aux femmes de ma vie. Mais c'est comme ça. C'était la cohérence du livre qui, je pense, le réclamait. Mais écoutez, vous avez fait un magnifique cadeau à votre fils. Vous avez fait un magnifique cadeau, je crois, à tous les lecteurs, à toutes les personnes qui vous écoutent aujourd'hui. Je vous propose de passer maintenant aux questions. Donc, c'est Dominique qui va résumer les différentes questions que nous avons reçues des auditeurs tout au long de l'entretien. Et donc, à ce moment-là, vous aurez l'occasion d'y répondre. Parfait. Oui. Alors, il y a plusieurs questions, il n'y en a pas énormément. Il y en a deux que je mettrai ensemble. C'est une question qui parle que voilà, ce livre est en quelque sorte le coming out de la part juive de votre identité. Qu'est-ce que ça a changé sur le regard porté sur vous par votre milieu professionnel qui ignorait que vous étiez juif? Et une question qui avait été posée avant le début de la conférence. Dans la période où vous étiez correspondant du Monde en Israël, quel rôle a joué votre identité ou passé juif? Dans quelle mesure était-ce connu de vos interlocuteurs? Donc voilà, ça c'est le premier groupe de questions, on dirait. Alors, je vais essayer de répondre de façon succincte. Donc, comme je l'explique dans le livre, je n'ai, à part à quelques très 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 rares proches, quelques rares amis, je n'ai absolument pas, pendant mes cinq années de vie et de travail en Israël, je n'ai absolument pas révélé mes origines juives. Pas du tout. Je ne l'ai pas fait à plusieurs titres. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas que ça brouille complètement la perception de mon travail et qu'on me fasse justement immédiatement, parce que j'écrivais de façon, je pense, de façon aiguisée, factuelle et critique, par rapport à l'occupation israélienne dans les territoires, par rapport au sort de la population civile à Gaza. Je ne voulais pas qu'on me renvoie en permanence cette identité juive comme si c'était un reproche, comme si on me faisait un procès en loyauté, comme si, comment ça se fait, pourquoi écrit-il ça, voilà. Et l'autre raison, c'était une question de sécurité, c'est que comme je me suis rendu très très souvent dans la bande de Gaza, ça aurait pu aussi me causer des problèmes, par exemple, pour avoir l'autorisation d'y pénétrer. D'abord, l'autorisation du côté israélien, puisque ce sont les Israéliens qui contrôlent le poste d'Erez, qui permet d'entrer du côté israélien dans la bande de Gaza. Et après tout, l'armée israélienne aurait pu me dire « Non, non, ce n'est pas possible, le risque est trop grand, on vous refuse la permission ». Donc, ça aurait complètement perturbé mon travail. Et je tenais absolument à éviter cela. De la même façon, à Gaza même, si j'avais révélé, si ça avait été connu, si mes origines avaient été connues, mes contacts, par exemple, avec le Hamas, avec les responsables du Hamas, que je voyais régulièrement lors de mes passages, auraient été quasiment impossibles. D'abord, ils m'auraient pris sans doute pour un espion israélien ou américain ou je ne sais quoi. Et puis ensuite, même les contacts avec eux auraient été placés vraiment sous le signe de la suspicion complète.
chaque question que j'aurais posée aurait été surinterprétée dans un sens ou dans un autre, il ne m'aurait plus rien dit, ça aurait été catastrophique. Voilà. Alors, une question vient d'arriver qui est en lien avec ce que vous venez de dire. Que répondiez-vous quand on vous demandait si vous étiez juif, si vous étiez juif? Est-ce que vous mentiez? Comment ça se passait à ce moment-là? Oui, je mentais soit par omission, c'est-à-dire le vieux truc qui consiste à répondre à une question par une question, ou voilà, où je cherchais un échappatoire. Il y avait quelques très très rares personnes qui étaient au courant, mais par exemple aucun officiel israélien avec qui j'avais très très souvent évidemment des contacts. Voilà, personne. J'avais par exemple des bons copains diplomates israéliens, des connaissances que je voyais régulièrement, ils n'en avaient pas la moindre idée, alors qu'on se tutoyait, qu'on se connaissait bien. Mais voilà, je voulais pas. Voilà, je voulais pas que ça intervienne dans que ça soit, comment dire, un facteur de notre relation professionnelle. Et alors, on vous demande aussi de dire, bon, vous avez défini ce qu'est un mauvais juif, mais qu'est-ce que c'est un bon juif et qu'est-ce que c'est un bon Israélien? Ce n'est pas à moi de répondre. Je ne suis pas là, je n'ai aucun magistère ou aucune prétention à discerner des bons points en matière de judaïsme ou des mauvais points et à dire qui a de la valeur et qui n'en a pas. Par contre, je refuse le procès inverse, c'est-à-dire d'où le titre un peu provocateur. C'est que je pense qu'il y a autant de façons d'être juif qu'il y a de juifs. Et que c'est ça l'extraordinaire richesse et l'extraordinaire complexité du judaïsme. Il y a le judaïsme religieux et il y a aussi, c'est ce que j'explique dans le livre, je pense que d'une certaine façon, je suis aussi, par le fait d'écrire ce livre, par le fait de vous parler ce soir, par cette insistance sur la notion d'éthique, je pense que je suis aussi fidèle à une tradition juive extrêmement forte, qui n'est pas une tradition religieuse, qui est autre, mais qui est nourrie de textes, qui est nourrie de pensée, de réflexion, qui est nourrie de dignité humaine aussi. Et que je pense que cette tradition-là, elle n'est pas vouée à disparaître, elle ne doit surtout pas disparaître, elle est très précieuse et elle doit être cultivée. Alors, il y a une question aussi qui vient vraiment de l'UPJB. À l'UPJB, il y a une tradition communiste. Nous sommes tous anti-staliniens. Vous parliez de votre père tout à l'heure comme un leader anticommuniste. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui, globalement, je pense qu'on n'a pas, comment dire, encore une fois, ma famille a vécu le communisme vraiment dans sa chair, dans son parcours. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une adhésion de sortie d'usine, c'est quelque chose qui a absolument façonné nos trajectoires et nos parcours. Mon grand-père n'a pas fait d'études en tant que tel. Il s'est retrouvé dans un atelier de confection très très jeune, dès l'âge de 10-11 ans. Il était déjà en quelque sorte militant communiste à l'époque, engagé dans la jeunesse communiste. Et donc, il a cru très 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 puissamment à cet idéal. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui explique le rôle extraordinaire qu'il a joué aussi dans le ghetto de Minsk, parce que la clandestinité communiste avant la guerre, il a été quand même 2 fois en prison, 2 fois arrêté pour cela, pour ses activités clandestines communistes, lui ont donné d'abord une force de caractère extrêmement importante, et aussi les capacités organisationnelles nécessaires pour organiser un réseau de résistance. Et ça n'allait pas du tout de soi dans les conditions du ghetto de Minsk. Mais lui, avec d'autres personnes, d'autres militants communistes, ont su très rapidement justement s'adapter, s'organiser par petits groupes, en cloisonnant bien leurs activités, en trouvant des stratagèmes de contournement par rapport aux équipements qui leur manquaient, ou voilà, au papier, etc. Donc ça, c'est pour la partie, en quelque sorte, entre guillemets, positive de son engagement. Mais pour le reste, ça a été un idéologue. Il a été aveuglé par sa foi communiste.
Il n'a pas voulu voir ce qui se passait tout de suite, notamment en Union soviétique, sous Staline, les répressions, alors que mon grand-père était aussi fondamentalement attaché à la préservation du yiddish comme langue et aussi d'une forme de culture juive. Et il n'a pas voulu voir le désastre qui se déroulait à Moscou. Il n'a pas voulu voir le procès des blouses blanches. Il n'a pas voulu voir que le régime stalinien prenait les Juifs comme bouc émissaire pour beaucoup de choses et organisait une forme de paranoïa et de théorie du complot contre les Juifs qui était déjà à l'époque assez évidente et extrêmement préoccupante. Et donc, c'est la mort dans l'âme qu'il a dû quitter parce qu'il a vu ses deux fils, mon père et mon oncle, se retrouver en prison. C'est la mort dans l'âme que lui-même a dû choisir l'exil et a décidé de quitter la Pologne communiste pour aller en Israël, alors qu'il n'avait jamais été transporté par un sionisme ardent. Jamais. Au contraire, comme militant communiste, dans les instances juives polonaises, il s'était plutôt opposé à cette aventure sioniste qui était dénoncée à l'époque par Moscou, par fidélité à Moscou. Alors, on parle aussi dans les questions de votre itinéraire professionnel. Il y a une personne qui demande quelle est votre vie professionnelle maintenant et une autre qui demande quel est votre plus mauvais souvenir journalistique en Israël. Ouh. Il faudrait que je réfléchisse. Alors, je suis depuis donc je suis revenu en septembre 2019 en France, après 5 années en Israël. Le livre est sorti à ce moment-là et j'ai repris le travail au journal Le Monde le 1er décembre 2019 comme correspondant diplomatique, c'est-à-dire la personne qui est chargée de suivre la diplomatie française, la politique extérieure de la France, et qui en même temps, j'ai aussi la possibilité d'écrire sur les grandes questions dans les relations internationales aujourd'hui, le nucléaire iranien, la situation dans le Sahel ou la relation entre les États-Unis et l'Europe. Voilà. En gros quelle est ma situation professionnelle. Ensuite, en ce qui concerne le plus mauvais souvenir, franchement, il n'y a pas un plus mauvais souvenir, mais comme je vous l'ai dit, et j'insiste là-dessus, humainement, émotionnellement, ce qui a été le plus bouleversant, c'est de suivre Gaza. C'est un tout petit territoire, vraiment, qu'on traverse. C'est 40 km de long, hein, la bande de Gaza. Vous entrez, vous sortez en quasiment 1 heure. Enfin, la route est mauvaise, mais vous sortez très, très vite de Gaza. Et avec la plus grande concentration urbaine que vous puissiez trouver. Il y a 2 millions de personnes qui vivent dans ce tout petit territoire écrasé, qui étaient sous cloche, sous embargo, sous blocus à la fois israélien et égyptien. Et dans ce territoire, tout est plus fort, la mort et la vie. Tout est plus extrême, les sentiments des gens, la détresse des gens et aussi leur joie, les mariages tels qu'ils sont célébrés, les fiançailles, les fêtes. Il y a une envie de vivre qui est aussi grande que le désespoir dans lequel ils se trouvent au quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument bouleversant quand on est amené à le raconter du point de vue journalistique. Voilà. Et ensuite, d'un point de vue plus intellectuel, c'est vrai que la découverte parce que je ne connaissais pas Israël avant vraiment de m'y installer. Comme je le raconte dans le livre, je m'y étais rendu une fois, mais vraiment, j'étais un ignorant. Je connaissais Israël qu'au travers de mes lectures. Et c'est vrai que la découverte de l'extraordinaire complexité de la société israélienne, entre ces différentes communautés, à la fois les liens patriotiques très forts qui existent, cette intégration patriotique par l'armée, par l'école, etc., et en même temps la fragmentation de ces sociétés entre communautés, c'est quelque chose pour moi de sans équivalent et de passionnant. Je n'avais jamais rencontré dans un autre pays. Alors, une question vient d'arriver aussi. Est-ce qu'on trouve le livre de votre grand-père en français? Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'aurais beaucoup aimé. Mais malheureusement, non. On le trouve en yiddish, en cherchant bien sur Internet, et puis surtout en anglais. Il est encore disponible. On peut encore le trouver en anglais sur les sites. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler le titre du livre pour... Le titre du livre s'appelle The Minsk Ghetto, le ghetto de Minsk.
Oui. The Minsk Ghetto, et c'est aux éditions Holocaust Library. Et voilà, et l'auteur, c'est donc mon grand-père, Hersch Smolar. Merci. Et alors, mais les questions continuent d'arriver. Donc, une question aussi sur, en tant que juif laïque, qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants ou à votre enfant? Ça, c'est une vaste question. Oui, très, très vaste. Est-ce que c'est pas seulement en tant que... Franchement, je ne pense pas qu'il y ait forcément une réponse spécifique pour les juifs laïcs. Je pense que, comme tout parent digne et aimant, ce que je veux transmettre, c'est de la joie, c'est de l'optimisme, c'est le sens du bien et du mal, c'est l'envie de s'engager et d'aller à la rencontre d'autrui. Et puis, c'est aussi, j'espère, l'idée de ne pas avoir peur, alors que tout s'y prête aujourd'hui. Oui. Oui. Et encore 2 demandes particulières. Il y a d'abord l'Association pour le judaïsme pluraliste de Grenoble, qui vous avait invité et qui nous suit là ce soir et qui va mettre en ligne la vidéo de ce soir. Et puis une demande aussi de partager, si c'est possible, on le ferait sur notre site, un article que vous avez écrit sur Gaza, si c'est... Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et je pense maintenant, voilà, j'ai posé toutes les questions qui étaient arrivées et apparemment, il n'y en a plus. Mais de toute façon, alors, je voudrais surtout remercier Piotr. Ça a été vraiment, je crois, une très belle soirée. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le recevoir dans la salle parce que c'est évidemment tout à fait différent en termes d'échange d'être dans une salle et quand vous viendrez, donc là c'est promis, vous viendrez, disons l'année prochaine, vous verrez la salle, on vous racontera son histoire qui remonte à la génération de notre grand-père. Et donc, vous nous avez fait aussi un magnifique cadeau à la fois avec ce livre. Et donc là, je recommande à tout le monde d'aller dans des librairies, ne pas l'acheter en ligne, mais d'aller dans des librairies pour acheter ce livre si vous ne l'avez pas encore, Mauvais Juif. Et donc, voilà, l'an prochain, à l'UPJB à Bruxelles. Et vraiment infiniment merci. Avec grand plaisir, et je remercie encore une fois tous ceux qui étaient avec nous ce soir.